Salut à toutes, salut à tous, vous écoutez le supplément de Tech Café qui complète la veille de l'épisode hebdomadaire que vous avez écouté probablement à partir de ce mercredi 8 janvier 2023. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve, bien entendu, le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggias-Pala. Salut Guillaume, comment vas-tu? Eh ben, ça va encore pas trop mal pour le moment. Tu tiens le coup, hein, un petit rhume de fond Ouais, comme ça, qui sait pas s'il est là ou pas. Un siphon fond. La cover de cet épisode est une image de Doom. Mais pourquoi est-ce qu'on vous parle une fois de plus de Doom? Est-ce qu'on arrive à faire tourner Doom sur des appareils ou en tout cas des environnements encore plus inattendus qu'avant? C'est bien possible, il faut écouter tout l'épisode pour le savoir. Mais avant de vous dérouler toutes ces infos de cet épisode supplément, je me dois de vous rappeler qu'il est hyper important que vous puissiez nous soutenir sur patreon.com/techcafé. C'est une plateforme de financement participatif. À chaque fois qu'un épisode hebdomadaire est diffusé, vous êtes prélevé du montant que vous avez accepté de donner. Dans quelques semaines, quelques mois, on va basculer à un fonctionnement par abonnement parce que la plateforme va nous y obliger. On compte sur vous pour vous inscrire et puis être informé un petit peu en avance de ce qui va se passer là-dessus. Merci beaucoup à Gluck, à Fidjoua, à Sébilan, Lily, Remours derrière et Flo qui se sont abonnés ces dernières semaines sur patreon.com/techcafé. De toute façon, que ce soit sur le format actuel ou le format futur, les abonnements sont sans engagement, donc vous pouvez les suspendre à tout moment et les plafonner. En échange, vous profitez du flux qui vous permet d'écouter le podcast dans votre app habituelle, dans Apple Podcast, dans Podcast Addict, mais sans la pub. C'est la contrepartie qui vous est proposée grâce à votre soutien. Donc évidemment, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Le lien est dans les notes de l'épisode. Guillaume, sans autre forme de procès, on plonge, on attaque tout de suite avec les news qui tournent autour de la restauration vidéo des nouveaux modèles pour cette semaine. L'innovation qui continue, j'ai l'impression que ça continue sur la lancée de 2024 désormais. Et oui, écoute, comme chaque semaine ou presque, on a une série de modèles d'intelligence artificielle qui repoussent encore un petit peu plus qu'on pensait possible, et donc on va faire encore un petit tunnel de nouveaux modèles, en commençant par Unireal, qui est cofinancé par Adobe, qui est un modèle de retouche d'image en langage naturel. Alors c'est pas le premier, mais il est vraiment très très versatile. Donc vous donnez une image et vous tapez ce que vous voulez, voilà. Vous donnez une image d'un charroux dans la rue, voilà. Ok, pourquoi pas. Vous pouvez lui demander d'ajouter une écharpe au charroux, vous pouvez lui demander d'habiller votre chat en pompier, de le mettre dans une forêt de bambou, d'en faire une peinture de Picasso, ou de changer sa posture. Tu peux le faire lever sur ses deux petites papates arrière, ou bien tu peux juste le revirer de l'image parce que t'aimes pas les chats. À peu près tout semble possible. Le transformer en lion. Tout à fait, les visages sont conservés aussi, tout est cohérent, on peut même générer une image à partir d'un sujet d'une autre image. Donc notre chat peut servir de sujet tout mouillé dans une scène totalement synthétique, où il sera sous une fontaine, où il sera en train de se noyer dans un lac, je sais pas. Il est même possible de le combiner avec un caniche, qui sera issu d'une autre photo, et encore une fois, ça marche aussi bien avec des charroux qu'avec des humains, ce qui laisse rêveur, puisque on va dire on s'inquiétait des outils de retouche d'image des pixels. Bon, écoute, là, voilà quoi. Alors le deuxième modèle de cette série, c'est SeedVR, et c'est ce dont tu parlais, c'est un modèle vidéo, effectivement. Alors lui, c'est un modèle qui est cofinancé par ByteDance, et qui se spécialise dans la restauration de vidéos, parce que restaurer des vidéos restaurer des photos pixelisées, ça, voilà quoi, des photos anciennes et les passer en 4K, c'est presque banal aujourd'hui, c'est vous dire. Mais la reconstruction d'une vidéo webcam pourrie, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il faut que la reconstruction des détails manquants soit cohérente d'une image sur l'autre. Il faut faire ça sur plein d'images, il faut pas qu'il y ait de scintillement, quoi. Il faut que ce soit cohérent. Et c'était compliqué jusqu'à maintenant, parce que là, SeedVR, il le fait, mais sans aucun problème. Tu prends un truc en 180p, 180, j'ai pas oublié de 0, et t'en fais du Full HD ultra net, ou tu peux aussi lui passer du 720p, faire de la 4K, et ça en est vraiment bluffant. Ça ouvre une cascade incroyable de possibilités. T'imagines le nombre de vieux films, de vieux shows télé qu'on pourrait restaurer et passer en qualité 4K directement sur les plateformes de streaming. C'est infini comme possibilité. Le premier exemple est déroutant. C'est un dragon, tu sais, dans un environnement, je pense, chinois pour le coup, ou en tout cas un pays qui ressemble. C'est trop marrant parce que, donc, alors, le lien dans les notes de l'épisode vous amènera évidemment sur les documents de publication, comme à chaque fois. Et vous avez le premier exemple, donc c'est ce dragon avec la partie à gauche qui est la partie originale et à droite la partie restaurée.
Donc, je regardais, et puis tu sais, quand je parcourais les contenus, je voyais à droite, c'est très déroutant. Il y a une personne qui est habillée en jaune et qui marche à reculons dans la version restaurée. Je sais pas si tu la vois et tu vois à quoi je fais référence, mais je me suis dit, c'est super étrange, il y a quand même des trucs qui manquent de cohérence. Sauf que, en passant sur la version originale, je la vois qui recule aussi. Je me dis, et il y a la même incohérence entre l'image vidéo dégradée et la vidéo non dégradée. Je me demande s'il n'y a pas entourlouperie là-dedans, non? Non, pas du tout, parce que c'est pas de la génération vidéo. En fait, la vidéo, elle est régénérée, mais en se basant sur la vidéo originale. Donc, la vidéo originale est chelou, en fait. La vidéo originale est chelou, mais ça, c'est pas notre problème. C'est dingue. Quelque part, tu vois. Ouais. Ce qui a dû se passer, c'est que pour une raison ou pour une autre, elle doit être en reverse, quoi. Tout simplement. Mais apparemment, moi je veux dire, par exemple... Non, mais parce que les vidéos de base def peuvent être générées par IA. Regarde, le chat qui est en avant-dernière position, il est en train de masser une pâte, c'est pas vraiment lui qui fait un gâteau. Oui, non, mais d'accord, mais je veux dire, je sais pas, mais par exemple, le petit chat dans l'herbe, ou alors, je sais pas, tu sais, les voitures qui passent avec les arbres. Ça, c'est des vidéos standards, quoi. C'est juste qu'elles sont pourries. Tu vois, je pense pas que c'est un truc qui sait pas générer de vidéos ex nihilo, hein. Il sait juste se baser sur une vidéo pour en faire une version plus... En fait, il fait du DLSS, hein. Ouais, c'est ça, il fait du DLSS. Super ultra, voilà, et puis surtout en photoréaliste, quoi. Tout à fait. Ça avance quand même à une vitesse complètement incroyable. Et juste, on passe vite sur Unreal. Moi, je trouve quand même que cette édition d'images, je sais pas si on a eu des choses aussi précises, quoi. Enfin, si c'est avéré sur le. On en a parlé de plusieurs. On a parlé d'Omnigen, on a parlé de plusieurs trucs. Mais c'est vrai que celui-là est le dernier en date. Et c'est vrai que tu peux quasiment tout faire. Tu peux demander à peu près n'importe quoi. C'est incroyable. Bon, on va continuer avec les modèles qui font carrément des décors. Oui, vous vous souvenez sans doute, donc on avait parlé du Mandalorian, entre autres, qui avait été filmé devant un immense écran LED qui servait pour afficher les arrière-plans. Donc des paysages qui étaient synchronisés au niveau de la parallaxe avec la caméra pour que ça paraisse totalement naturel à l'écran. Donc en 2D sur votre écran à vous, hein. Les décors d'arrière-plan utilisaient d'ailleurs Unreal Engine. Mais alors, quand j'ai vu Explorer, évidemment, ça a fait penser immédiatement à ce cas d'usage, et d'ailleurs c'est un cas d'usage clair qui est détaillé aussi sur le site, hein. Odyssey, c'est une boîte qui a été cofondée par Ed Catmull. Ed Catmull, qui est une célébrité dans l'image de synthèse, et c'est un des fondateurs de Pixar d'ailleurs. Et leur premier modèle, c'est Explorer, et c'est une sorte de Stable Diffusion en 3D, mais qui est spécialisée dans les décors ultra-réalistes. Tu décris ce que tu veux, et Explorer te génère ton décor donc avec une profondeur. En fait, c'est des Gaussian splatting, hein, c'est des éclats de Gaussian, et tu peux importer tout ça dans Unreal Engine, par exemple, et donc tu as un décor photoréaliste que tu peux pivoter un petit peu, dans lequel tu peux te déplacer un petit peu pour suivre la parallaxe naturellement, comme si c'était un vrai décor en 3D. Et ces décors peuvent être d'ailleurs édités. On peut rajouter des vrais trucs en 3D standard, on peut les rééclairer, on peut enlever des parties de Gaussian qui sont mal foutues ou qui gênent. Et puis, tu peux donc, en gros, t'as ton décor photoréaliste pour la télé, mais à la demande, vraiment. Pour le cinéma, voilà, tu veux une rue londonienne, tu crées, je veux une rue londonienne, et puis ça te génère une rue londonienne avec suffisamment de profondeur pour que tu puisses faire un petit travelling ou te déplacer légèrement autour de ton acteur réel, hein, qui sera devant ton écran LED, ton mur LED. Alors, si t'as pas de mur LED, d'ailleurs, tu peux aussi faire du compositing tout à fait normal, hein, faire des incrustations beaucoup plus standards. Et donc, on peut imaginer des films, mais vraiment des films normaux, hein, qui ont l'air de films normaux, je veux dire, qui ont l'air photoréalistes et où il n'y a pas où il n'y a même pas d'effets spéciaux, en fait, où c'est juste des gens qui marchent dans la rue ou qui sont dans un appartement ou quoi que ce soit, mais qui sont faits sans aucun décor réel. Ils sont 100% synthétiques et aussi 100% photoréalistes. Donc ça avance super vite, et puisqu'on parle de génération d'images, on peut aussi mentionner pour conclure que Source Plus est en train de mettre au point une sorte de... Alors, il est en mode Public Diffusion, qui est donc une sorte de Stable Diffusion totalement open source et entièrement entraîné sur des images libres de droit. Donc c'est un dataset pour l'instant qui a 12 millions d'images, donc ce sera à tester probablement une première version d'ici quelques semaines. Merci Guillaume pour cette revue des modèles. Bon, c'est allé vite, hein. Vous avez vu, il y a la sélection de la crème qui vous a été faite par Guillaume. Mais vous avez fait aussi une autre sélection, c'est une sélection matérielle. Et là, on va pouvoir vous détailler tout ce qui fait un peu le sel de l'innovation technologique sur le plan matériel de la semaine.
a commencé, ou en tout cas de ces derniers jours, a commencé juste par un petit mot sur les robotaxis de chez Cruise, Guillaume. Oui, on continue un petit peu avec l'IA, quand même, hein, puisque Cruise vient de jeter l'éponge sur son projet de robotaxi à la Waymo. Finito. Ou à la Tesla, hein, dans un futur proche. Alors, General Motors ne lâche pas totalement la conduite autonome, il va se recentrer sur les systèmes pour les particuliers, donc les assistances à la conduite, etc. Créer des robotaxis, c'est très dur. Créer un service de robotaxi rentable, ça l'est à peine moins. Et le projet perdait déjà des milliards de dollars, il a perdu 3,5 milliards en 2023. Donc ça a été sabré, tout simplement, ça va malheureusement se traduire par des licenciements. Cruise va devoir se restructurer, il y aura besoin de beaucoup moins de monde sans aucun doute, et les logiciels seront peut-être aussi moins ambitieux si ça reste des assistances à la conduite, un petit peu comme on en voit chez Tesla, mais pas des choses qui doivent être beaucoup plus robustes si ça doit opérer de manière totalement autonome avec du public, etc. Donc ça fait longtemps qu'on nous promet des taxis autonomes, hein, et nombreux d'ailleurs sont ceux qui ont essayé, qui s'y sont cassés les dents dessus. Ford et Volkswagen ont abandonné, Argo AI est mort, Waymo avance doucement, mais ça prend un temps. Et Tesla, ça reste un point d'interrogation pour le moment. Il a annoncé beaucoup de choses. On devrait être fixé à un moment cette année. Hein. On va le suivre. Je vous avais mentionné rapidement durant l'épisode hebdomadaire qu'on reviendrait vous parler un petit peu des annonces d'NVIDIA. Guillaume, ils ont un appareil qui ressemble comme ça, hein, à première vue, une espèce de mini PC assez classique finalement, sauf que ce qu'on peut faire avec, et son prix d'ailleurs, ne sont pas courants. Oui, à la keynote, Jensen Huang a présenté des trucs assez cool. Hein. Donc, il représenterait par exemple le remplacement d'Orin, évidemment les RTX dont on a parlé dans l'hebdo, et puis une sorte de mini-PC que j'aimerais beaucoup sur mon bureau. Parce que déjà, j'aime bien les mini-PC. Hein, voilà, ce qui est Moi petit aussi. Et mignon, déjà. Et C'est un vrai. PC, c'est mignon aussi. Alors, un mini-PC, c'est irrésistible. C'est beaucoup plus mignon qu'un chaton. Et puis lui, il va pas vomir sur tes draps et pisser sur ton canapé, je veux dire, parce que voilà, les chats, c'est vraiment des branleurs. Mais je m'égare. Nvidia, donc, a annoncé un truc assez dingue, un mini PC qui fait penser à un Mac mini globalement et qui s'appelle Digits et qui coûte $3,000. Et d'habitude, quand ça coûte $3,000, j'ai l'habitude de râler. Je veux dire, $3,000. Ce serait Apple qui ferait ça. Hein. Je t'entendrais déjà en train de râler, Guillaume, enfin. Alors, le truc, c'est que, franchement, je pense que c'est moins cher qu'un Mac mini pour la configuration équivalente. Il faudra vérifier, hein, mais je pense que c'est moins cher qu'un Apple Vision Pro, d'ailleurs. Parce que, en fait, la configuration est quand même pas mal, parce que vous avez pas n'importe quel mini PC. Déjà, c'est pas vraiment un PC, puisque c'est un truc sur ARM, donc vous n'avez pas Windows, vous avez un Linux, hein, très très probablement, et au-dedans, vous avez une puce exclusive qui était restée secrète jusqu'à la révélation au CES, et qui s'appelle la GB10. Et c'est une super puce Grace Blackwell, donc Blackwell, la toute dernière architecture super top moumou du constructeur. Et dedans, vous avez quand même 128 gigaoctets de mémoire partagée, et ce truc fait tourner toute la pile Deep Learning NVIDIA. Donc c'est vraiment comme une sorte de DGX, mais en tout petit, vraiment. Et ça peut gérer des modèles jusqu'à 200 milliards de paramètres en FP4, et c'est optimisé pour Blackwell. Donc FP4, FP4 en fait, c'est le 4 bits, et Blackwell gère nativement les 4 bits. Et donc, en FP4, ce petit bout de chou là développe 1 pétaflop quand même, soit 1000 teraflops. Il a aussi 20 cœurs Grace pour orchestrer le tout, et 4 téraoctets de SSD. Et on peut les empiler, comme on empilerait d'ailleurs des serveurs IA NVIDIA, et tu peux les mettre en parallèle. Donc si tu veux, voilà, bon, en gros, mettez-moi en deux, pas trop cuit, et hop, vous avez des modèles à 400 milliards de paramètres, du coup, qui passent tranquille, et voilà. Alors, on ne connaît pas tous les détails, on ne connaît pas la bande passante, par exemple, on ne sait pas exactement à quelle vitesse tournerait ce fameux modèle à 200 milliards de paramètres, parce qu'il faut quand même une bande passante significative, hein, et pas juste un pétaflop, hein, ça suffit pas, il faut aussi beaucoup de bandes passantes. Donc, il faudra voir un petit peu les détails, mais c'est quand même une machine impressionnante, et $3,000, évidemment, c'est cher, mais c'est une station de travail professionnelle, c'est vrai, clairement pas un truc grand public. Et c'est vraiment pour les pros, et pour les perfs proposés, je trouve ça presque correct. Et honnêtement, combien coûterait un Mac M4 Max avec 128 gigaoctets de mémoire? À mon avis, ça coûterait plus de $3,000. Donc, donc je suis pas complètement certain que ce soit un prix aussi aberrant que ça. Par contre, je suis pas complètement sûr du rendu pailleté or de la coque. C'est un petit peu trop tape à l'œil pour moi. Ouais, c'est le côté bling bling qui est un peu décevant. Mais bon, à ce prix-là, on a bien droit à un petit peu de paillettes, Guillaume. Et finalement, tu sais, c'est que 650 €. Ah non, pardon, c'est un prix en dollars, pardon. Mais en gros, hein, c'est 650 $ de moins qu'une GeForce RTX 5090. Donc, tu vois.
Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce type de machine, Guillaume? Est-ce qu'il y aurait des propositions d'NVIDIA, de choses qu'on pourrait faire tourner dessus? Tu pourrais tout faire et tu pourrais même faire tourner peut-être des LLM suffisamment puissants pour t'aider dans des jeux vidéo. Parce que oui, ça est revenu encore une fois au CES. On a reparlé des systèmes de NPC intelligents de NVIDIA, le système ACE. Mais cette fois, non content de te faire la causette au bar autour d'un Ricard, les NPC peuvent t'aider en jeu, te suivre comme des assistants, comme des copilotes. Et oui, des espèces de copilotes pour le jeu vidéo. Donc c'est PUBG d'ailleurs qui s'y colle en premier, on pourra donc avoir un PNJ qui joue. Et oui, un PNJ qui joue, mon Dieu, quelle époque pleine de paradoxes. Un allié qui vous couvre, qui va chercher du matos ou des véhicules à votre place, avec lequel vous interagissez directement à la voix d'ailleurs. Ce qui pose d'ailleurs pas mal de questions, parce que déjà, qu'est-ce que t'attends d'un jeu? Est-ce que c'est, tu vois, voilà, est-ce que si tu peux déléguer des tâches d'un jeu vidéo, qu'est-ce que ça veut dire c'est tes attentes sur ce jeu-là? Sur l'équilibrage aussi, parce que t'as des bots comme assistants, d'accord, c'est pas nouveau, mais bon, faut voir comment c'est équilibré. Parce que finalement, avoir des bots d'assistance dans les jeux vidéo, c'est très courant. Il y en a eu dans World of Warcraft depuis très très longtemps, mais soit les bots sont trop nuls dans certaines situations pour être utiles, soit au contraire, sont tellement bons que ça en devient de la triche. D'ailleurs, ils ont plutôt tendance à être sabordés pour être assez mauvais, parce que sinon, ça bouffe un peu l'expérience. Il y a eu des documentaires hyper intéressants à ce sujet. C'est ça, il faut faire un jeu vidéo, c'est un équilibre. Et c'est toujours donc un truc très dur à trouver. Mais bon, en tout cas, on imagine des bots spécialisés donc dans tel ou tel jeu. Quand on parle de bots là, ça va plus loin. Parce qu'en fait, ce sont plus des joueurs artificiels qui vont utiliser des modèles de langage pour planifier des actions et s'adapter aux différents jeux et aux différentes situations. Donc l'IA de ces PNJ, qui sont du coup des PJ, pourrait être dans le cloud ou en local. D'ailleurs, sur un autre jeu qui s'appelle Naraka Blade Point, en mars 2025, vous pourrez jouer littéralement avec votre propre PC, comme pote de jeu, quoi, parce que l'inférence pourra se faire en local, ou votre digit si vous êtes riche. Dernier exemple donné par NVIDIA, c'est Inzoi. Donc Inzoi, c'est une sorte de Sims que fait Krafton. On imagine avoir des Zoi, donc les Zoi, c'est les Sims, ça, tout simplement, mais bon, ils peuvent pas les appeler les Sims, quoi. Donc c'est des Zoi. Donc des Zoi avec une intelligence qui serait comme ça, capable d'avoir une personnalité et d'interagir avec les autres personnages du jeu, et un petit peu comme toi. Donc on aurait des Zoi, donc des PNJ, vraiment des PNJ, donc des Zoi un peu débiles, quoi, avec leur script, tout ça, voilà, qui seraient aussi intelligents que des Sims, on va dire. Et puis tu aurais dedans des Zoi qui seraient pilotés comme si c'était des joueurs, en fait, et qui seraient donc des PNJ intelligents qui joueraient au jeu à ta place, en quelque sorte, et que tu peux même en imaginer plusieurs, qui pourraient éventuellement interagir entre eux, d'ailleurs. Parce que ça se fait déjà, en réalité. Il y a déjà des expérimentations là-dessus, et ça me fait penser à un truc que vous pouvez essayer chez vous, et qui se passe dans Minecraft, et ça s'appelle Mindcraft. Donc Mind, comme voilà, esprit, craft. Minecraft, pour le faire vite, c'est un agent Minecraft qui utilise des modèles de langage. Alors, vous pouvez utiliser des modèles en ligne, comme Claude ou ChatGPT, ou des modèles en local, via Ollama. Et donc, vous me connaissez, croiser Ollama avec Minecraft, évidemment, j'ai essayé. Et ça marche, oui. Pour être honnête, avec les modèles que je peux faire tourner en local chez moi, c'est pas non plus foufou. Mais ça marche un peu, et parfois, c'est assez surprenant. Et l'idée rejoint celle de NVIDIA, en fait. C'est un bot, comme avant, mais avec un étage de plus. Donc, techniquement, Minecraft repose sur un truc qui s'appelle Mindflayer, qui est un moteur de bot classique, en fait, et qui fait des trucs classiques. C'est-à-dire, il fait le pathfinding à l'intérieur du jeu, il fait l'automatisation des tâches du jeu avec des systèmes de commandes. Donc, tu peux localiser aux alentours les blocs de bois, aller chercher les blocs de bois, récolter le bloc de bois, etc. Bon. Sauf qu'au-dessus de ça, on utilise un modèle de langage pour interagir avec le joueur. Et le modèle de langage devra aussi planifier quoi faire en fonction des demandes du joueur et pondre la bonne suite de commandes pour Mindflayer qui va bien. Et donc automatiser, donc comme un agent, le comportement du faux joueur Minecraft, du joueur artificiel Minecraft. Donc en gros, vous lui demandez de s'équiper d'une épée en bois, il va essayer. Et puis le LLM va se rendre compte qu'il n'a pas d'épée, et que donc il faut en crafter une, et que pour ça, il a besoin de quoi? Donc il va se dire, j'ai besoin? J'ai besoin de bois. Donc il va pondre les commandes Mindflayer pour chercher le bois alentour, donc il va exécuter les commandes. Une fois que les commandes seront exécutées, il y aura un retour. Et puis le LLM va comme ça faire des allers-retours, il sera en constant feedback avec ce qui est demandé, ce qui se passe dans le jeu, avec les erreurs aussi, puis il va se corriger tout seul. Enfin, il va se corriger tout seul si vous avez un LLM assez malin pour ça. Et truc rigolo, c'est que vous pouvez discuter avec votre pote Minecraft virtuel, bien entendu, vous pouvez discuter avec lui, puisqu'il est considéré exactement comme un nouveau joueur. D'ailleurs, le serveur Minecraft n'est pas conscient que c'est un bot, il pense que c'est un joueur.
Et donc, ce faux joueur, vous pouvez discuter avec lui, et ce qui est marrant, c'est que lui-même peut discuter avec d'autres faux joueurs. Et donc, vous pouvez avoir des bots qui discutent entre eux. Vous pouvez avoir des bots intelligents qui discutent entre eux, vous pouvez les mettre dans une team, et leur assigner un objectif, et voir comment ça se passe. Et il y a des vidéos YouTube là-dessus assez marrantes, où on voit des bots qui incarnent plusieurs modèles de langage. Donc, tu as Llama qui discute avec Claude, qui discute avec ChatGPT, et on les voit comme ça interagir, et faire des trucs ou se foirer. Enfin, c'est assez marrant, c'est très expérimental, mais si ça vous tente, voilà, tout ça, c'est un open source, hein, de toute façon. On pourra aller jeter un coup d'œil, merci. On continue avec un succès, hein, j'ai l'impression, un succès financier, c'est d'autant plus intéressant. Pour une boîte dont on ne parle pas souvent, en fait, c'est Raspberry, Guillaume. Et oui, les Raspberry Pi, puisqu'on parle de mini-PC, 2 mots sur Raspberry Pi, qui explose en bourse, on dirait Tesla ou Bitcoin. L'action vient d'atteindre les 658 pence, alors qu'elle était à 280 en juillet et 327 fin novembre. Alors il est listé à la bourse de Londres, hein, d'où le pence, subdivision de la livre sterling, qui est donc la monnaie des mécréants antipapistes. Raspberry se porte aussi bien que ça pour voir son action multipliée autant que les petits pains par notre Seigneur Jésus. Eh ben, oui et non, en fait. D'une part, oui, puisqu'il a quand même fait 55% de bénéfices en plus en septembre dernier par rapport à l'année d'avant, et 61% de chiffre d'affaires en plus. Cela dit, les ventes stagnent. Ça veut dire que le pognon supplémentaire vient du fait que les ventes se font sur des produits à plus forte marge. Mais la raison de la hausse météoritique, hein, si j'ose dire, de l'action, c'est un gros achat par un groupe d'investissement américain qui s'appelle SW Investment Management, et donc ça a fait monter le cours parce que, bon, voilà. En gros, la raison du doublement soudain, elle est donc plus financière que technologique, quand même, hein. Ça ne veut pas dire, du coup, qu'il y a une explosion d'intérêt, enfin, même s'ils ont leur succès. En tout cas, c'est aussi qu'il y a des opportunités que les acteurs de la bourse voient venir. On continue avec un de tes chouchous. Je sais que tu en as plusieurs. Cerebras, Guillaume, avec du plus au niveau de la mémoire. Oui, parce qu'on parlait de Cerebras, constructeur intrépide de puces géantes pour l'IA. On disait qu'il se refocalisait plutôt sur l'inférence, hein, c'est-à-dire l'usage quotidien des IA plutôt que l'entraînement, parce que c'est beaucoup plus lourd l'entraînement, ça nécessite beaucoup de mémoire, et c'est un petit peu le point faible, on va dire, la mémoire des Cerebras. Parce que les Cerebras, c'est ce qu'on appelle des Water Scale Engine, donc c'est des die, des puces qui sont absolument énormes, hein, qu'on a déjà dit, c'est la taille d'un plat à tarte. Et donc, ils ont intégré 44 gigaoctets pour les CS3 de mémoire ultra rapide. Par contre, c'est pas extensible. Donc, c'est ultra rapide, mais bon, c'est figé. Et donc, chaque CS3, il est beaucoup, beaucoup plus puissant qu'une puce, je sais pas, H100 de la concurrence, chez Nvidia par exemple, mais il est aussi beaucoup, beaucoup plus cher. Et la mémoire qu'il faudrait aligner pour entraîner un gros modèle, ça nécessiterait énormément du coup de puces Cerebras, hein, pour que ça deviendrait astronomiquement cher. Alors quand Cerebras a affirmé donc dans un communiqué de presse avoir entraîné un modèle de 1000 milliards de paramètres avec 16 de leurs puces, on peut se demander mais quelle est cette magie ? Comment tu fais rentrer 1000 milliards de paramètres et tout ce qui est nécessité par l'entraînement ? Parce qu'il y a évidemment, quand tu entraînes, il y a les paramètres que tu dois stocker, mais il y a aussi tous les gradients. Et donc c'est beaucoup plus de mémoire encore que juste le truc. Donc on parle de dizaines de téraoctets. Comment les faire entrer dans les 704 gigaoctets de ces 16 Cerebras ? Ben c'est pas possible. Sauf si on lui met une prothèse. Et donc Cerebras a utilisé un bloc de mémoire auxiliaire. Donc de la simple DDR5, en fait, ils ont fait une sorte d'énorme serveur de 55 téraoctets de RAM. Et dedans, bah, tu mets le modèle et les données, tout ce qu'il faut. Hein, et puis bah, ça, c'est le bloc de RAM. Et après, c'est les mégapuces qui font les calculs. Et c'est très étonnant parce que c'est la DDR5. Et donc, on voit mal comment ce truc peut être compétitif avec les clusters de H100 qui sont équipés à un GBM3. Donc, on est dans une situation qui est très bizarre parce que normalement, on a un cluster de milliers de GPU avec de la mémoire ultra rapide. Et là, on a quelques unités de calcul avec un énorme pool de RAM qui est relativement lente, qui sont reliées entre elles, quoi. Et c'est étrange, Cerebras ne communique pas de chiffres sur les performances de ce truc-là, mais il insiste sur l'efficacité énergétique de la solution. Et ça, c'est vrai que c'est clair et net, hein, que remplacer un data center entier bourré de GPU par 16 armoires, plus une armoire de RAM, effectivement, ça va être plus efficace. Ouais. Donc c'est quand même à surveiller, même si pour l'instant, c'est assez étonnant, quoi. On enchaîne avec des machines beaucoup plus humbles que le Cerebras. On ne joue pas dans la même cour, qui sont performantes quand même et qui font d'autres choses. De la gamme de chez Dell qui joue la carte du renommage. Oui, ça arrive de temps en temps, les marques décident d'être casse-couilles. Voilà, sans aucune raison, comme ça pour pimenter la vie, je sais pas. Alors vous connaissez tous Dell, hein, et les différents lignes de Dell probablement, les Latitude, les Inspirant, les XPS, et ça vous parle parce que c'est utilisé depuis des lustres, hein, c'est des marques bien établies.
Et c'est assez clair, hein, XPS pour les polyvalents, gaming plutôt, Latitude pour les pros, bon. Mais bon, ça c'était trop simple, c'est trop clair, donc on va bien foutre le bordel. Désormais, il y aura 3 gammes. Alors, il y aura donc une gamme qui s'appellera Dell tout court, pour le grand public, une Dell Pro pour les pros, et une Dell Pro Max pour les pros, mais riches. Voilà. Vous allez me dire, bon, c'est inutile, mais au moins ça reste lisible. Oui, mais attendez, chaque gamme a 3 sous-catégories. Premium, plus et base. Et donc, si on voit bien qu'un Dell base, ça sent vraiment le prolo, la différence entre un Dell Pro Max base et un Dell Pro Plus ou un Dell Pro Premium, elle n'est pas très évidente quand même, hein. Et donc les Dell changent de nom, ce qui veut dire que les XPS, entre autres, sont morts. Alors les derniers sortis seront toujours, il va encore y en sortir, on va dire, la prochaine génération, ça va toujours être des XPS, mais dès l'année prochaine, on aura des Dell Premium. Que voulez-vous ? Merci de nous aider à ne pas rendre plus lisible cette gamme Dell. Regardez les specs et le prix, hein, vous faites comme d'habitude. Un petit mot du côté des puces, avec notamment les architectures ARM, alors eux, ils sont en conflit avec Qualcomm. Il y a un vainqueur et il n'y a pas de vainqueur, il y a plutôt une hache de guerre qui est enterrée entre IBM et GlobalFoundries, Guillaume. Et oui, puisqu'on parle de Dell, dont certains XPS sont équipés en processeur ARM, ça nous fait une transition tout à fait artificielle vers ce méga procès entre Qualcomm et ARM, qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises et qui vient de se terminer sur la victoire de Qualcomm quand même. Parce qu'il y a IBM GlobalFoundries, mais il y a aussi... il y a deux trucs. Alors, on rappelle que Qualcomm, donc, c'est un gros producteur de puces ARM pour la téléphonie en particulier, et entre autres qu'ils veulent depuis longtemps se faire une place sur le marché des PC, que pour ça ils ont eu besoin de racheter Nuvia, qui est une boîte fondée par des ex d'Apple, qui promettait des puces ARM au niveau donc de celles d'Apple, des Mac M1, M2, M4, etc. Qualcomm s'est jeté dessus, et les actuels Snapdragon Elite sont les héritiers de cette acquisition, qui aurait toute une réussite si ARM s'était pas mêlé de cette affaire. Parce que Qualcomm produit des puces compatibles ARM, Nuvia aussi, et chacun devait verser donc son dû en frais de licence à ARM Holdings. Lors du rachat de Qualcomm, comme il avait déjà une licence, Nuvia, donc Qualcomm, ne leur devait plus rien. Or, Qualcomm payait moins que Nuvia, et ARM n'était pas content. Donc ils ont attaqué en 2022. C'est allé très loin quand même, puisque les deux se sont battus comme des chiffonniers, et ARM voulait carrément que Qualcomm détruise les puces conçues avec les technologies Nuvia. Puce qui était quand même censé lui faire une place sur le marché des PC, qui était déjà sorti, qui était d'ailleurs poussé par Microsoft aussi, donc c'était un vrai délire. La cour du Delaware s'est prononcée en faveur de Qualcomm, mais n'a pas tranché sur le problème de droit. Donc la cour admet que Qualcomm a un droit à innover, qui aurait été handicapé par ARM, mais pas vraiment si, oui ou non, il lui doit plus de fric. Du coup, ça pourrait être tenté par ARM, on sait pas, on verra à l'avenir, parce que ARM a l'air assez vindicatif quand même. Hein. Mais bon, tous les désaccords ne se terminent pas en âpre bataille et en amère défaite, n'est-ce pas, puisqu'il y a un autre conflit ancien, celui entre IBM et GlobalFoundries, qui se termine par un accord à l'amiable avec un bisou. Et oui. Alors, GlobalFoundries, vous vous souvenez probablement, ou peut-être pas, je sais pas, que c'était jusqu'en 2009 les usines en fait d'AMD, ceux qui produisaient les puces AMD. Elles fabriquaient leurs puces et elles fabriquaient aussi des puces pour IBM. Jusqu'en 2009, alors c'était les usines d'AMD, puis après, AMD les a larguées, et finalement GlobalFoundries, parce que c'était trop cher, donc ils se sont passés faiblesse. Et GlobalFoundries donc est devenu un fondeur généraliste, un petit peu comme TSMC, qui a plein de clients, et qui avait une relation particulière avec IBM, puisqu'IBM les utilisait pour fabriquer tous ces processeurs Power et les processeurs des mainframes Z, etc. Et donc, ils avaient toute une roadmap, ils avaient des plans IBM, forcément, donc ils voulaient des puces en 14 nanomètres, en 10 nanomètres et au-delà, pour tous leurs processeurs, tous leurs serveurs. Sauf que, on le sait maintenant, GloFo, donc GlobalFoundries, a eu toutes les peines du monde à sortir le 14 nanomètres, ils sont jamais allés au-delà. Et donc, ils ont laissé IBM en carafe. Et donc en 2021, ils ont attaqué au tribunal pour rupture de contrat. Finalement, IBM s'est rapproché de Samsung et aussi d'Intel et de Rapidus. Oui, Rapidus, la boîte japonaise avec un nom très rigolo dont on a parlé récemment. C'est clair. Et là, c'est GlobalFoundries qui a attaqué IBM parce que il aurait partagé des secrets industriels avec ses concurrents. Donc, en gros, on s'est dit, bon, voilà, on s'attaque, moi je t'attaque, toi tu m'attaques, on s'attaque, c'est le bordel. Finalement, on sait pas comment, c'est resté confidentiel. Ils se sont dit, bon, allez, on arrête, c'est bon. Voilà, on fait un accord. Pouce, exactement. Pouce, ils ont fait un accord, et puis voilà, donc ils ont effectivement enterré l'âge de guerre. Et bon, espérons que 2025 soit à cette image, n'est-ce pas, une année de paix. Ah oui, finalement, si tous les conflits se résolvaient comme ça en 2025, ce serait bien, finalement, pourquoi pas.
Il y a une marque qu'on a vu fleurir dans les appareils réseau au quotidien. Elle était là avant que Huawei disparaisse petit à petit de nos appareils du quotidien. C'est TP-Link. Est-ce que son avenir est lui aussi scellé, Guillaume ? TP-Link pourrait être le nouveau Huawei. Ouais, effectivement, vous connaissez sans doute la marque, tant elle est populaire. Elle est même république populaire, puisqu'elle est chinoise. Et pas réputée pour être à l'épreuve des balles niveau logiciel. C'est pas ce qui se fait de plus solide, apparemment. Mais c'est vraiment pas cher. Alors tout le monde en a. Et tout le monde en a beaucoup, puisque 65% de l'équipement domestique américain, c'est du TP-Link. Et TP-Link, ils se font hacker régulièrement. Et parfois pour mener à de grosses actions. Comme une récente attaque sur Azure qui a été menée par des botnets de milliers de routeurs et de caméras ou d'objets connectés, et parmi eux, énormément de TP-Link. Et donc Gina Raimondo, la secrétaire du commerce américain d'ailleurs, avait explicitement mis le doigt dessus en août dernier. Il a dit que le nombre de TP-Link en circulation, leur provenance, leur vulnérabilité, et puis leur lien potentiel, n'est-ce pas, avec le gouvernement chinois, sont significativement alarmants, je cite. Et donc, depuis, les US sont toujours aux prises avec une attaque chinoise de très grande ampleur, dont on avait parlé, c'était Salt Typhoon, qui n'a rien à voir particulièrement avec TP-Link, en tout cas pas qu'on sache, mais c'est quand même pas très bon pour la parano, tout ça, cette attaque d'écoute généralisée. Donc, il n'y a aucune preuve que TP-Link soit juste autre chose que pas très très bon niveau sécurité. Il n'y a aucune preuve d'une quelconque malveillance intentionnelle. Mais il n'est pas exclu que ce soit quand même la prochaine à souffrir du sentiment anti-chinois grandissant aux États-Unis, quoi. En ce qui nous concerne, si TP-Link se fait virer des États-Unis, vous inquiétez pas qu'on va avoir encore plus de matos pas cher en Europe, parce qu'il va bien falloir trouver un marché de remplacement pour ça. Ouais. Une connexion à Internet de secours, Guillaume, un plan de l'OTAN. Ouais, on a déjà parlé, les câbles fibre optique sous-marins, c'est fragile, tellement que c'est assez simple à arracher avec une encre qui traîne malencontreusement sur une centaine de bornes. Rangez vos encres. Et c'est pas toujours un acte de sabotage délibéré, comme on le soupçonne fortement donc, dans le cadre de l'incident de la mer Baltique. Si on regarde par exemple, en février 2024, il y a un bateau en mer Rouge qui s'est reçu un missile outil, et puis le cargo il a été évacué, puis il a continué un petit peu tout seul, et puis il a fini par sombrer. Mais il a traîné d'abord son ancre sur 70 km. Et il a sectionné 3 câbles sous-marins au passage. Et donc les accidents, ça arrive. Ça arrive régulièrement, ça arrive même une petite centaine de fois par an, a priori. Bon, à chaque fois, c'est très long, très cher d'intervenir. T'as des bateaux en stand-by un petit peu partout, comme ça, qui y vont. Alors, l'OTAN réfléchit à un plan B avec des satellites. Une sorte de Starlink de secours, quoi. Et le projet s'appelle HEIST. Donc HEIST, H-E-I-S-T, pour, attention, Hybrid Space Submarine Architecture Answering InfoSec of Telecommunications. Donc c'est absolument imbitable. Et en plus, l'acronyme HEIST signifie braquage en anglais. Donc je sais pas, c'est pas vraiment sympa comme mot. C'est vraiment très bizarre. Je pense que Jean-Michel acronyme, c'est complètement vautré cette fois. C'est j'avoue que c'était pas le meilleur. Ouais. Alors la première étape de HEIST donc, sera de pouvoir localiser très vite et très précisément où les câbles sont endommagés. Et la deuxième, c'est d'avoir des satellites pour relayer le trafic prioritaire en cas de panne en surface, quoi. Pas en surface de la Terre, mais sous l'eau. Et donc le souci, c'est qu'on parle de remplacer des fibres optiques, quoi. Et le débit de ces câbles-là, un câble fibre optique moderne, c'est 300 terabits seconde, quand même. Alors que la NASA, par radio, elle peut discuter avec des satellites à 5 gigabits seconde. L'OTAN veut passer à la communication laser, comme le fait Starlink ou comme le fera Kuiper. Ça devrait leur permettre de passer dans les 200 gigabits seconde, mais c'est toujours beaucoup plus faible qu'un câble. Donc il faudra faire des choix. On va prioriser le trafic militaire en premier lieu, j'imagine. Puis bon, le laser c'est bien, mais quand il y a des nuages, c'est pas terrible. Et je rigole pas, c'est vraiment un problème d'ailleurs. Donc le plan B de la NASA va demander pas mal de boulot, il en est encore qu'à la phase de prospective, mais ils ont l'air sérieux. Eh ben écoute, on leur souhaite de parvenir à leur fin. Merci Guillaume. En attendant, il y a les satellites Starlink qui tournent autour de la Terre et qui avancent à grands pas et qui se déploient plus que jamais. Et justement, ça nous permet un petit peu de toucher un petit mot des activités de Musk, qui en fait, lui, il est un peu surpris là. Il est un peu surpris des personnalités qui constituent le Parti républicain, Guillaume. Et oui, la semaine dernière, je me suis bien amusé à suivre les discussions entre Musk et d'autres républicains. Oh là, la frange MAGA la plus à fond, c'était très distrayant. Ça fait un petit paquet de popcorn au micro-ondes, j'en suis sûr. Écoute, c'est qu'on touche à un sujet sensible, l'immigration. Sujet délicat dans tous les pays, manifestement. Et le problème est assez simple, en fait. La tech, et Musk en particulier, a besoin de l'immigration. Les MAGA veulent que des blancs dans les boîtes tech.
Mais il faut encore qu'il y en ait assez, des blancs. Les US forment bien des scientifiques et des ingénieurs, bien sûr, mais pas suffisamment. Et à l'échelle mondiale, la moitié des gens qualifiés en intelligence artificielle sont formés en Chine. Et 18% seulement aux États-Unis. La tech et Musk, en particulier à travers ses multiples et nombreuses entreprises, embauchent énormément d'étrangers, des Chinois, des Indiens, des Européens. Et sans eux, ils seraient bien dans le caca. Musk le sait très bien, et du coup, il passe pour une pro-immigration. Autant dire un traître à la cause, n'est-ce pas, pour toute une partie des républicains. D'autant que lui-même est d'origine sud-africaine, d'ailleurs. Et donc, ils ont passé tout un week-end à se mettre sur la gueule, Musk et par tweet interposé, évidemment, Musk et les MAGA. Musk a même viré certains comptes d'extrême droite, alors que bon, jusqu'à présent, c'était voilà, bienvenue mes amis. Bon, voilà, là, les comptes d'extrême droite qu'il considère comme racistes, il les a virés. Et c'est bien les mots employés. Et le gauchiste, du coup, Musk, a traité d'attardés mentaux et de racistes la branche MAGA qui l'attaquait. Et il a dit aussi qu'il se faisait attaquer en permanence sur ce réseau. C'est inadmissible. Bon, enfin, en tout cas, c'est fou, hein. On se doutait que la lune de miel entre Musk et Trump allait pas durer 107 ans. Enfin là, ça a été vite, hein. Enfin, pour le moment, attention, Trump a pris son parti. Donc ça tient encore. Mais il est évident que Musk n'est pas 100% aligné idéologiquement sur Trump, et comme dans ce parti, t'es un petit peu soit avec eux, soit contre eux, il y a une ligne de faille qui apparaît entre les Trumpistes identitaires, et les électeurs qui sont plus pro-business et pro-Musk, quoi. Donc tout ça est très fragile et promet, du coup, d'autres week-ends divertissants, et c'est déjà ça. On s'y attendait, hein, on s'attendait à ce que ça arrive tôt ou tard. C'est arrivé peut-être même plus vite que prévu, cette histoire. Un petit mot concernant les jeunes Chinois. Guillaume, tu es allé sur Rest of World. Oui, on l'a dit, la Chine forme énormément de monde à la tech et à l'intelligence artificielle, et c'est des millions de talents qui, jusqu'à récemment, allaient volontiers en Amérique du Nord, aux US ou au Canada, pour y travailler, au moins temporairement, et même souvent s'y installer. Mais la situation a radicalement changé. En 10 ans, c'est le jour et la nuit. Aujourd'hui, c'est encore possible, mais c'est déjà plus compliqué, plus long, plus aléatoire. Et donc pour un jeune Chinois, avoir un visa pour les US, y travailler, s'y installer, c'est pas du tout aussi évident. Et puis il y a un climat de défiance qui est clairement pas... voilà, tu sens que t'es plus vraiment le bienvenu. Et d'ailleurs au Canada, ça commence un peu à être pareil. Il y a les tensions géopolitiques et les embargos, mais il y a aussi des changements dans les politiques migratoires. En particulier la China Initiative en 2020 aux États-Unis, qui, pour des raisons de sécurité nationale, demande un tri beaucoup plus attentif des profils des migrants. Et bon, ils les font pour des recherches aussi liées à des boîtes ou des institutions chinoises sont beaucoup plus contrôlées, voire interdites. Et bon, du coup, il y a moins de coopération de recherche aussi, tout simplement. C'est le cas au Canada aussi, désormais. Et alors, les Chinois ne sont pas les seuls à être particulièrement ciblés, bien sûr, il y a aussi les Russes et les Iraniens, pour des raisons assez évidentes. Donc tout ça peut se comprendre, mais ça a des conséquences importantes, parce que du coup, les jeunes Chinois migrent beaucoup moins. Ils risquent de migrer encore beaucoup moins en Amérique du Nord. Et du coup, l'Amérique du Nord ne peut pas profiter de leur expertise. Parce que c'est ça qui se passe. En fait, beaucoup optent pour rester en Chine désormais. Et ça renforce le pays. Parce que la Chine va garder ses propres cerveaux. En 2019, la Chine avait 29% des meilleurs chercheurs en machine learning. Aujourd'hui, c'est 47%. Et ça pourrait encore monter bien plus haut si l'Amérique du Nord n'est plus attractive. Indirectement, donc, une politique migratoire trop dure des US va finir par renforcer son adversaire, tout simplement. On continue avec un sujet qui nous fait toujours sourire, je pense, toi et moi, Guillaume, parce que ça va, ça vient, on ne sait jamais à quoi nous attendre. Et en fait, il ne se passe jamais rien. C'est les sujets qui concernent TikTok et les décisions politiques américaines. Oui, une fois de plus, ça m'entraîne. On ne comprend rien à ce qui se passe. C'est comme beaucoup de soap opéra, finalement. Ça va, ça vient, il se passe que dalle. Rapidement, parce qu'on n'en sait encore pas beaucoup, quand même. Trump, il aime bien TikTok, parce que ça lui a bien servi pour sa campagne, c'est un bon outil. Alors il veut pas qu'il parte. Ses avocats ont envoyé un message à la Cour suprême pour dire « Ouais, attendez un peu, Trump il arrive ». Et il a un plan. Il va trouver une situation politique, il va faire un super deal, je sais pas, on ne sait pas ce que c'est, mais vous allez voir ce que vous allez voir. Bon. Et bon, on va bientôt le voir, parce que la cérémonie c'est le 20 janvier, et tous les PDG des grosses boîtes sont allés plier le genou à Mar-a-Lago, comme Cook et Zuckerberg. Tout le monde a accepté d'ailleurs de donner des étrennes en retard pour la nouvelle année à Donald Trump. C'est-à-dire de donner $1 million. Donc, Tim Cook aussi. Oui, tout à fait. De toute façon, tout le monde. Apple, Meta, OpenAI, Amazon, Uber, mais aussi Ford, Toyota, General Motors, tous promettent de donner $1 million pour la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Et par ailleurs, ça fait des dîners. Elon habite carrément sur un cottage à Mar-a-Lago. Bezos s'est fait une bouffe avec lui en décembre. Tim Cook aussi. Bon, écoute, les affaires, c'est les affaires. Qu'est-ce que tu veux ? Ouais.
Business is business. Voilà. Il y a une espèce de solidarité américaine aussi, hein, je pense, qui transpire là-dedans. Et d'ailleurs, aux États-Unis, Guillaume, des usages, une petite photo des usages, on aime bien s'intéresser sur quelques données chiffrées. Record d'usage sur le mobile aux États-Unis. Oui, on a fait un tour d'horizon d'usage d'Internet chez les Anglais. On l'avait fait il n'y a pas longtemps. On vient d'avoir des statistiques d'usage donc, du téléphone mobile chez les Américains pour l'année écoulée. Et c'est flippant, c'est un peu flippant quand même. Hein. Le chiffre brut, c'est 5 heures par jour, soit un total cumulé de 2 mois et demi par an passés sur le téléphone. Et attention, c'est que la moyenne, parce que c'est carrément 6 heures pour les millennials et 6h18 pour la génération Z. Pour la génération X, dont on fait partie, c'est 4h54. Bon, je ne sais pas si ça te correspond, c'est même 3h18 pour les baby boomers. Et donc oui, 2 mois et demi par an passés sur son téléphone, c'est beaucoup. Même si bien sûr, évidemment, on fait tout sur son téléphone, hein, je suis bien au courant, hein, malheureusement. On fait vraiment tout sur son téléphone. Mais enfin, quand même, il le consulte 205 fois par jour, soit toutes les 5 minutes en moyenne. 8 personnes sur 10 le consultent dans les 10 minutes après le réveil. 66% le consultent aux toilettes. 43% admettent carrément y être accro. La moitié des gens ont déjà texté quelqu'un dans la même pièce. 38% le consultent lors d'un rendez-vous amoureux. Et donc 205 fois par jour, c'est quand même beaucoup, et c'est un peu flippant parce que ce n'était que 144 fois par jour en 2023. Ce qui fait que j'ai un petit peu peur de 2025. Et 6h18 par jour pour les plus jeunes, j'ai le sentiment que c'est quand même énorme. Et quand même, les jeunes Z sont plus des enfants. Pas mal sont même à un âge d'avoir des enfants. Quelles règles d'hygiène numérique vont-ils leur inculquer ? On peut se poser plein de questions là-dessus. Tout le monde est vraiment beaucoup accro. D'ailleurs, c'est que ça continue. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'il y a des nouvelles générations qui arrivent. Parce que les jeunes Z, donc, c'est ceux qui sont nés à la fin des années 90 et jusqu'à 2010. Et après, on a la génération Alpha, qui est encore enfant, qui sera désormais officiellement suivie par la génération Beta, qui commence officiellement cette année, en 2025. Alors, les limites entre les générations, c'est toujours un peu flou, c'est toujours à quelques années près, et puis il ne faut pas non plus accorder trop d'importance à ces étiquettes-là. C'est des tendances. Cela dit, c'est vrai que la tech avance tellement vite qu'il est indéniable qu'il y a des effets générationnels et que la génération Z, celle donc d'après nous, n'a pas la même perception que nous, la génération X ou que la génération Alpha. De toute façon, c'est assez... Finalement, ça rejoint pas mal les époques technologiques, j'ai l'impression, parce que les boomers, ils ont vécu l'ère des pionniers de l'informatique, clairement, les premiers ordinateurs tout court, quoi. Les générations X, c'est nous, on a vécu l'avènement des ordinateurs grand public, on a grandi avec des CPC, avec des NES, etc. Les millennials, ils n'ont pas connu un monde sans informatique, tout ça c'est normal, voire même pas un monde sans Internet pour les plus jeunes millennials. Les générations Z, ils n'ont pas connu un monde sans téléphone portable, voire sans smartphone pour beaucoup. La génération Alpha n'aura jamais connu un monde sans réseaux sociaux, et sans vidéo partout, tout le temps, quoi que tu fasses. Et surtout, ils vivront la majeure partie de leur vie dans un monde où ils peuvent parler à une machine, où ils peuvent parler à des IA qui pourront faire des choses pour eux. Et la génération Beta, elle n'aura jamais connu un monde sans IA. Quand les bébés de 2025 seront en âge de parler, ils pourront le faire à un humain ou à une machine, lui demander de leur faire un dessin, et la machine comprendra ce qu'ils disent et leur fera un dessin, et ce sera pour eux la chose la plus naturelle du monde. Ce pourquoi je ne serais pas étonné également, j'observe mes petits alphas moi autour de moi, Guillaume, je ne serais pas étonné en plus qu'il y ait d'énormes fossés dans ces générations, là où j'ai le sentiment qu'il y avait une forme tout à fait relative peut-être, d'uniformité dans les générations, et encore une fois tu l'as dit, il faut prendre ça avec les grandes tendances plutôt que des choses au pied de la lettre, plutôt que des comportements au pied de la lettre. Mais quand j'observe les petits alphas, j'ai quand même l'impression qu'il y a des petits alphas qui ont tout le temps un smartphone à main. Tu vois, par exemple, j'en ai croisé il n'y a pas très, très longtemps pour les fêtes de fin d'année, qui va faire pipi avec, caca avec, va se laver avec, et limite sous la douche avec, il met la table, il l'avec. Non, mais je n'exagère pas. Il met la table avec, il mange avec, etc. En regardant des vidéos, et donc il a le pouce constamment en activité à faire défiler des trucs. Et il y en a d'autres qui juste partent une journée au collège et oublient qu'ils n'ont pas pris leur smartphone, quoi. Et ils ne l'ont pas avec eux, et balèque, quoi. Et je trouve ça marquant de me rendre compte qu'il n'y a pas un comportement universel, mais ça montre à quel point, en plus, les moyennes qu'on observe et que tu as décrites sont en plus à lire avec des disparités énormes. Et ça veut dire qu'il y a des personnes qui utilisent peu,
des personnes qui utilisent mais vraiment beaucoup. Donc c'est ça aussi que je trouve. Les Américains sont plus proches de celui qui va faire caca et qui mange avec et qui se douche avec. Quoi. C'est vrai. Dans la tendance, c'est clair. C'est lui, il est bien dans la tendance. Mais c'est vrai. Si ton gamin, c'est peut-être mon avis de vieux con, je sais pas, mais enfin, si ton gamin mange en regardant TikTok, c'est ouf. Il est à table avec vous, avec tout le monde, il mange en regardant TikTok. Et je trouve ça un poil abusé. Je sais pas si je suis réac, mais moi je trouve ça un poil abusé quand même. Bon, si trouver ça abusé et réac, je suis peut-être un peu réac. Mais voilà, non, moi j'ai mon fils qui est plutôt du genre, pas plus tard qu'aujourd'hui, il est revenu ce soir, il fait « Ah ouais, je l'avais oublié, il était en train de charger au bout de mon lit. » Pourtant, il s'en sert pas mal, hein, mais voilà, il n'est pas très dépendant. Bon, nous, on s'en sert aussi beaucoup, enfin, ne serait-ce que... Bien sûr, ça je le nie pas, je suis vraiment dedans. On l'a fait puis voilà, on a fait en partie là-dessus, c'est sûr qu'on l'utilise beaucoup, hein, mais... Évidemment. Il y a quand même des moments, voilà, c'est bien d'arriver à se focaliser sur autre chose, de faire autre chose, enfin, c'est pas... Tu vois, c'est sûr. Ouais, c'est des chiffres assez importants quand même. Hein. Tu mets le doigt aussi sur un autre élément qui est important, c'est que ça peut être aussi un outil de travail, quoi. Donc, bon, voilà. Un petit mot de cette mauvaise affaire qui touche Spotify, qui se retrouve une fois de plus un peu embêté. Dès qu'il ne s'agit pas de valider des disques à mettre à disposition pour les gens, c'est un peu compliqué pour la modération, Guillaume. Oui, est-ce que c'est un signe de ce qui nous attend alors que la vérification de l'âge pour le porno se généralise ? La plus grande partie du Sud-Américain n'a plus accès à Pornhub, hein, et ici même, Tu kiffes nous est refusé, alors comment on fait ? Eh ben allons sur Spotify, puisque Spotify permet d'uploader des podcasts vidéo, et il semblerait que certains de ces podcasts soient très très chauds. On peut carrément y trouver des vidéos porno qui sont par ailleurs interdites évidemment par la politique de Spotify. Mais bon, il faut encore l'appliquer cette politique, donc il faut encore que la modération soit efficace, et c'est toujours un problème. Même bon... C'est pas une mauvaise volonté, après il y a des moyens, et puis bon, évidemment, il y a les compétences, quoi. Mais alors, Spotify ferait mieux d'être un peu plus efficace, parce que pour le coup, là, c'est quand même du porno accessible à tous, hein, même accidentellement à des mineurs. Alors, honnêtement, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est juste une blague ? Est-ce que c'est une erreur ? Est-ce que c'est un truc isolé ? Ou bien est-ce que c'est un signe avant-coureur d'une nouvelle époque de prohibition ? Oui, je sais, on dirait que j'ai 150 ans comme ça, mais la prohibition, c'est une période intéressante. Quand elle était mise en place dans les années 1920, la prohibition a fait la fortune des mafias, des contrebandiers, et elle a provoqué une incroyable explosion de créativité pour cacher des bouteilles ou des flasques un petit peu partout. Dans les chaussures, dans les livres, dans les jarretières des femmes, sous leurs jupes, dans des cannes creuses, dans des berceaux. J'ai lié une vidéo assez marrante et totalement hors sujet, d'ailleurs dans les notes de l'émission. Alors, est-ce que c'est complètement hors sujet ? C'est la question. Je sais pas. Moi, j'ose pas espérer qu'on soit déjà là-dedans, hein, très très loin de là. Mais est-ce que c'est une tendance vers laquelle on se tourne ? C'est possible. L'avenir nous le dira. C'est la foire du drone, Guillaume. J'aime beaucoup ce petit jeu de mots. Effectivement, la surveillance policière avec des drones qui est pas prête de s'arrêter, j'ai l'impression. Oui, les drones pour surveiller les foules sont apparus pour les JO, ils vont rester, ce qui est exceptionnel. Tiens. Ce qui est exceptionnel, si c'est efficace, ça a toutes les chances de perdurer. Hein. Des associations avaient attaqué l'usage des drones comme ça pour surveillance, mais ils ont été retoqués par le Conseil d'État qui estime qu'en l'état, justement, il y a suffisamment de garanties pour préserver les droits et éviter les abus. Et c'est vrai qu'il y a des garanties, enfin en tout cas, c'est encadré, c'est très encadré. En l'état, les drones n'enregistrent pas de son, ils font pas de reconnaissance faciale, on peut pas croiser les fichiers, on peut pas sélectionner des catégories d'individus, les enregistrements doivent être effacés dans les 7 jours. Les drones ne peuvent pas filmer des intérieurs de domicile ou des entrées, sauf cas exceptionnel dans le cadre d'enquête, validé. Et les données d'ailleurs doivent être effacées dans les 48 heures. Et la CNIL elle-même considère que l'usage actuel est acceptable, même si elle préconise encore quelques améliorations en termes de signature et de chiffrement des données. Mais bon, évidemment, ça c'est si toutes les règles sont respectées. Si on utilise des drones pour observer facilement les mouvements de foule et repérer des soucis comme des feux, des bagarres, des attroupements dangereux où des gens peuvent être écrasés, des accidents et que ça permet une intervention plus rapide, franchement ça va. Et effectivement, je pense que si on considère que toutes ces règles sont respectées, évidemment, ça peut passer. Mais évidemment, il faut être vigilant parce que la possibilité technique existe, on peut aller beaucoup plus loin que ça. Et on risque bien de le faire dans des circonstances exceptionnelles, qui pourraient donner à leur tour un nouveau normal, etc. etc. Pour l'instant, ça passe. J'ai amené à porter votre intérêt sur Doom dès l'intro de cet épisode, en écho à la couverture que tu as sélectionnée, Guillaume. Pourquoi ? Parce qu'on a l'habitude de relayer le fait que Doom tourne dans des machines toujours plus saugrenues les unes que les autres.
Là, on franchit encore une étape. Vraiment, je ne l'avais pas vu venir, cette utilisation et cette implémentation de Doom-là, Guillaume. Oui, on sent bien que les mecs qui font des captchas sont désespérés quand même. Hein. Tu le vois bien quand tu lis ce qu'ont fait les gens de Vercel, puis ils ont fait effectivement un captcha de Doom. Donc Doom tourne dans un captcha. C'est le Doom de 95, évidemment, pas les récents. Le captcha consiste à jouer à Doom en difficulté cauchemar et à tuer au moins 3 ennemis. C'est dur, putain. Ben oui, c'est très dur. Donc c'est ça la nouvelle preuve d'humanité. Massacrer des trucs. J'arrive pas à reconnaître les 6 caractères. Ah mais tu vois, la preuve d'humanité, c'est massacrer des trucs avec un fusil à pompe. Et moi, je pense que c'est très approprié, en réalité. Je pense que c'est exactement ça. Étonnamment, c'est même pas une idée nouvelle, puisqu'en 2021, il y avait une sorte de Castle Wolfenstein qui avait été créé par un certain, qui a été proposé par un certain Miguel Orteza. Je pense que c'est de toute façon un coup médiatique, parce que en vrai, je pense que ça marchera pas. Je vois pas trop la pertinence d'un captcha Doom. Déjà, c'est beaucoup trop dur. Moi, je l'ai essayé, j'ai dû le refaire 4 fois. Pour des gens qui sont pas habitués, jamais ils passent le truc, hein, je veux dire. Et en plus, c'est mal foutu parce que tu peux pas straffer. Et oui, mais c'est un vrai captcha, c'est bien. Non, mais attends, je veux dire, tu peux juste utiliser les flèches pour aller à droite, mais les flèches, ça tourne, tu vois. Et je veux dire, tu peux pas straffer. Ouais. Dans Doom, c'est dur. Si tu peux pas straffer, c'est super dur. Donc, c'est quand même pas vraiment grand public, hein, honnêtement, franchement, comme captcha. Alors que ça doit être universel, un captcha, ça doit pas s'adresser qu'aux geeks. Mais de toute façon, est-ce que c'est même efficace ? Ils ont opté déjà pour la difficulté maximale, peut-être justement parce qu'ils avaient peur qu'il y ait très très rapidement des gens qui fassent des IA qui soient capables de jouer à Doom très très bien et qui le passent. En fait, c'est même probablement assez simple parce que ce captcha s'exécute dans le navigateur. Le captcha, en fait, charge une petite application qui exécute un petit moteur de Doom avec un tout petit niveau de Doom. Mais donc ça veut dire que le niveau Doom il s'exécute en local. Alors, il est probablement sandboxé, mais enfin, est-ce que c'est complètement impossible de récupérer des trucs ? Tu vois, je sais pas. En tous les cas, peut-être que c'est possible qu'un bot prenne les commandes et fume tous les ennemis, et puis voilà. Donc, je sais pas trop. Mais à mon avis, le simple fait que ce soit aussi difficile, c'est fatal pour cette idée. Je pense que ça a pas trop d'avenir. Mais bon, c'est marrant, alors on en parle, et puis bon, si vous en voulez plus, de Doom, hein, je veux dire, je vous conseille Doom 2 RT, si vous avez la carte graphique qu'il faut, qui est une version totalement en ray tracing de Doom 2. Et ça transfigure le jeu, hein. Les éclairages sont réalistes en fait. C'est Doom 2, mais avec des éclairages et des ombres réalistes. Et ça rend le jeu beaucoup plus flippant, c'est très rigolo. Et puis si vous n'avez pas la carte graphique et la RTX qu'il faut, utilisez donc, essayez-vous donc à Brutal Doom. Brutal Doom qui est un mode de Doom qui tourne sur un moteur ouvert qui s'appelle GZ Doom. Et qui est super agréable, en fait. Brutal Doom, c'est Doom, mais en plus, avec beaucoup plus d'effets, beaucoup plus de sang, beaucoup plus d'armes et beaucoup plus d'animation, et c'est très rigolo. Puis ça se joue à la souris, hein, et pas comme à l'époque au clavier, tu pouvais jouer comme avec un FPS moderne, et c'est très rigolo. Tu sais qu'en y réfléchissant, je me demande si ce captcha est vraiment plus dur que certains que j'ai pu croiser. Hein. Parfois, je me pose la question. Bon, c'est indéniable hein, que c'est pas destiné à une utilisation grand public, c'est certain. Un dernier mot au sujet d'un langage qui m'est cher, c'est le BASIC, Guillaume. Oui, on va terminer sur un ton un petit peu plus léger, enfin, tu vois, on se rappelle un petit peu du BASIC parce que parfois sur le site de Register, ils se laissent aller. Alors, c'est des vieux de la vieille sur le site de Register. Ils étaient déjà là, ils étaient déjà dans le milieu quand tous les magazines papier se vendaient avec des listings interminables à recopier à la main sur son ZX Spectrum, quoi, tu vois. Et justement, ces listings, ils étaient la plupart du temps en BASIC. Ce qui nous amène, le plus naturellement du monde, n'est-ce pas, à nous interroger sur le destin funeste de ce langage de programmation qui, pourtant, n'est pas plus mauvais que beaucoup d'autres. Pour les moins de 30 ou 40 ans qui nous écoutent, hein, alors le BASIC, c'est un langage ancien, qui date de 1964, et qui était utilisé en université pour éduquer les étudiants à la programmation. C'était à l'origine d'un langage compilé, et il y a eu plein de BASIC compilés d'ailleurs, mais nous autres, c'est vrai que nous autres, les ordinosaures, on l'a connu en version interprétée sur les machines 8 bits des années 80, ces machines qui ont lancé l'informatique au grand public et qui ont décidé de pas mal de carrières et de pas mal de destins. Le truc, c'est qu'il n'y a pas un BASIC, il y en a des dizaines, parce que chaque machine, chaque éditeur a son BASIC particularité, son BASIC particulier avec ses particularités. Chaque ordinateur, de toute façon, devrait avoir son BASIC avec ses particularités liées au hardware, et certains sont très puissants, en fait. Beaucoup permettent de définir des procédures avec des noms, ils ont des fonctions des mathématiques et graphiques avancées, il y en a certains qui se compilent. C'est un langage accessible, mais qui est finalement très polyvalent selon les versions. Et donc, la thèse toute britannique de ces Anglais, de Registers, c'est qu'à force d'avoir des basiques tout nuls, dans des machines pour enfants, globalement, le langage a fini par avoir une sale réputation. Et ils vont même plus loin que ça, ils disent que c'est le Commodore 64 qui aurait tué le basique.
Mon Dieu, voilà une accusation très grave dont le vénérable C64 est cher au cœur de nombreux auditeurs, j'imagine. N'est-ce pas? Mais bon, pourquoi? Les C64, c'est le micro-ordinateur 8 bits le plus répandu de l'époque, quasiment, c'est un énorme carton. Sachez qu'il coûtait quand même, à sa sortie, $595 en 1982, et c'est presque $2000 d'aujourd'hui, avec l'inflation. On a tendance à l'oublier, mais l'informatique, en fait, c'était assez cher, ça, même à l'époque, c'était quand même un loisir assez cher. Les C64 avaient une puissance évidemment inimaginablement dérisoire comparé à n'importe quelle machine actuelle, ça avait un 6502 à 1 MHz, 38 kg de RAM, mais une puce graphique dédiée quand même, et aussi une puce son, ce qui lui a permis de devenir, concrètement, la première console de jeu de beaucoup de monde. Et Jack Tramiel, donc le PDG de Commodore de l'époque, il a tiré les coups vers le bas au max, et pour les logiciels intégrés, il a fait pareil. Donc il a négocié une version basique avec Bill Gates lui-même, qui lui a offert un prix d'ami, quelque part, puisque c'était $3 par machine vendue. Par contre, il n'y avait aucun suivi, et surtout c'est un basique générique. Donc c'est un basique qui évoluerait pas, et qui n'était pas bien adapté au 64, parce que c'était le même pour plein de machines, et donc il n'était pas bien adapté aux spécificités du C64. Résultat, une masse colossale de gamins de l'époque a grandi avec un C64 et son basique nul, qui donnait pas accès aux fonctions de l'ordinateur en fait. Et donc ça a influencé leur vision du langage. Ils se sont habitués au fait que le basique c'est un peu nul quoi. Et c'est pire que ça, puisque les créateurs de jeux, comme de toute façon tu pouvais pas tirer grand chose du basique intégré, ils se sont naturellement tournés vers l'assembleur. Et donc personne n'a utilisé le basique quoi. Et donc commercialement ça a été un très bon coup, parce que le C64 avec son prix contenu, il a été utilisé pour jouer à des centaines de millions de jeux par des millions de gens. Mais le basique, lui, il est vu comme une sorte de langage joué, à milieu de certains basiques de la concurrence qui étaient beaucoup plus sophistiqués. Et il y avait pourtant déjà des compilateurs basiques sur CP/M, donc ça date pas d'hier. Il y a eu des basiques 16 et 32 bits, et voire 64 bits sur des machines DEC, qui sont des stations de travail. Et on n'oublie pas le Quick Basic sur DOS, ou même le Visual Basic sur Windows, qui permettait de faire des applications tout à fait honorables. Et pourtant, c'était déjà mort. C et C++ étaient considérés comme des langages sérieux, et basiques comme un truc pour minots. Aujourd'hui, c'est Python, qui est le point d'entrée de la programmation pour les jeunes. On leur apprend ça au lycée, et c'est un bon langage, il n'y a pas de doute là-dessus. Cela dit, l'auteur termine sur un mode presque philosophique, parce que Python, finalement, est-il vraiment le basique moderne? Parce que Python, il faut un éditeur à part. Il faut invoquer l'interpréteur, il expose aux débutants, il était obligé, même pour les débutants, de connaître les métaphores de fichiers, de dossiers, de fichiers exécutables, de fichiers sources, tout ça. Or, basique, non. Fais pas ça. C'est encore plus accessible. L'éditeur exécute aussi les commandes. Tout est fondu dans un seul espace. Toute commande est exécutée, sauf s'il y a un numéro ligne. Et puis, sinon, c'est stocké, mais sinon, c'est exécuté. Il n'y a pas de mémoire vive, de mémoire de stockage, pas de fichier, non. Il y a juste un espace unifié où tu peux jouer à faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux à la machine, là. Voilà. Je vous laisse méditer sur les mérites comparés ou non de Basic et Python. Je sais pas si... Je sais. La comparaison est osée. En tout cas, je sais que si vous avez la quarantaine, vous avez sans doute toujours une petite faiblesse pour Basic. Ah ça, moi je me rappelle de mon Basic sur le TO8. Oui. Bon, une version vraiment archaïque, mais bon, qui a fait qui a fait des heures de gloire quand même dans ma jeunesse. Merci beaucoup Guillaume pour cette préparation de l'épisode supplément qui complète la veille de l'épisode hebdomadaire. Si vous ne l'avez pas écouté et que vous découvrez Tech Café, franchement, écoutez l'épisode précédent dans le flux du podcast. On est ravis de vous accueillir épisode après épisode dans le podcast, et en tout cas, on espère que vous passez des bons moments et que vous avez une veille complète de l'information, des nouvelles technologies, dans un ton unique, et puis que ça correspond bien à votre quotidien. Vous écoutez probablement le podcast pendant que vous êtes dans les transports, pendant que vous êtes en train de faire autre chose, peut-être même pendant que vous endormez. Donc je vais pas parler trop fort là en cette fin d'épisode pour pas vous réveiller si c'est le cas. Merci infiniment pour votre fidélité. Si jamais vous êtes convaincu par la formule, rendez-vous sur patreon.com/techcafé pour nous soutenir. C'est hyper important parce que ça nous permet de nous garantir le fait qu'on sera là durablement et qu'on pourra continuer à faire cette même activité pour vous, évidemment pour nous, mais aussi et surtout pour vous. Si jamais vous êtes aussi convaincu par la formule, vous pouvez également aller déposer un avis sur Apple Podcasts ou sur Podcast Addict, ou déposer des étoiles sur Spotify, tout comme vous pouvez vous rendre sur Discord. Le serveur Discord de Tech Café est accessible sur techcafé.fr/Discord et dans les notes de l'épisode. Guillaume, encore merci pour la préparation de cet épisode. Ça y est, l'année est lancée, mais tout de suite, je sens qu'on va pouvoir te solliciter. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Chez Cofidis, pour voir si je peux acheter un Digit quand il va sortir. Eh oui, forcément. Évidemment. Je me doute que tu crèves d'envie
de te ruer dessus. Merci beaucoup. Donc, je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur Blue Sky, sur Instagram, occasionnellement sur Twitch, peut-être pour streamer Zelda Echoes of Wisdom. Et très régulièrement, vous vous en doutez, sur le serveur Discord de Tech Café. Merci beaucoup. Rendez-vous dans... Tu voulais compléter par quelque chose, non ? Oui. Ce podcast n'est pas sponsorisé par Cofidis. Attention au surendettement. Ah oui, effectivement, tu fais bien de le préciser. Il y a des mentions sanitaires, tu sais, dès qu'on parle de produits bancaires et d'emprunts, etc. Ouh là là. Peut-être qu'il faudra que je mette des bips, je sais pas. Non, je vais les laisser, je suis un fou. Merci beaucoup. Rendez-vous dans quelques jours dans un prochain épisode de podcast. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.